Alors, Scooby-Doo, Scooby-Doo, Scooby-Doo. Tu as encore mis ton nez où il fallait pas. Montre ton gros nez aux gens là, d'un gros curieux qui regarde là. Ça, non, c'est de l'artémisia, c'est pas pour toi. La récolte d'artémisia a commencé et nous voilà en train de faire sécher. Nous avons choisi, chacun à sa méthode de séchage, certains les plantent à l'envers, d'autres les hachent. Moi j'en ai choisi une autre. Et donc, voilà à quoi ressemble un pied d'artémisia, avec toutes les feuilles qu'il faut enlever. Je l'ai choisi donc en fleurs. Pourquoi? Parce que j'aime bien l'action de la fleur et de la feuille, une fois bien triée. Donc, bon, s'il y en a qui en veulent, qui veulent en acheter, il n'y aura pas de problème, on pourra en fournir. Scooby-Doo, Scooby-Doo, allons. Alors, chose promise, chose due. En Vendée, il y a un proverbe, je le dis toujours mal, c'est pas exactement ça, c'est la parole vaut l'homme ou l'homme ne vaut rien. Donc, on s'était quitté dans ce jardin où j'avais promis de planter des choux. Sur un coup de colère, nous avons donc rempli tout ce côté-là à droite en mettant du chou rouge, du concombre. La betterave a continué à pousser, on a mis quelques pieds de salade au coin là-bas. Les carottes, elles vont un peu mieux. Hop, on a mis du chou, mais on s'est fait plaisir, on a mis du fenouil aussi. On a mis du fenouil. Si on regarde là, alors là, j'avais promis à un jardinier vendéen que je ferai allègrement repousser des courgettes. Donc là, il y a 2 pieds, là-bas, il y en a d'autres. Les patates douces continuent leur destinée. Et là, nous avons un rang, là. Pousse-toi, Scooby-Doo, là, tu gênes. Donc si on se met bien dans l'ordre, nous avons un rang avec du persil, du chou chinois, petsai, du rutabaga allemand. Tout ça, ce sont des navets. Les poireaux, ma foi, se portent bien. J'hésite entre les couper pour qu'ils grossissent ou les laisser aller plus haut. Si on continue la ligne, là, je dois avoir assez de carottes pour nourrir pas tout le village, j'exagère un peu. Voilà. Si tu continues vers là, ces choux que tu avais vus l'autre jour, en fait, se portent mieux. Ils ont grossi et, selon la méthode habituelle, ils sont remplis de fumier pailleux. Pailleux. Je précise très précisément parce que sinon les gens vont me dire tu vas les brûler. Là, il y a de la mâche. Les oiseaux, comme d'habitude, sont venus gratter les vers et m'ont recouvert mes petits plants de mâche que tous les matins il faut que j'aille découvrir. Il faut bien qu'ils mangent ces petites bêtes, hein, les oiseaux aussi. Il faut bien qu'ils mangent. Là, il y a du chou cal, il y a encore une variété de choux. Là, il y a encore du chou. Ça, c'est du pak choy. Pak choy, une espèce de blette asiatique sympathique en période de crise, puisqu'elle cuit beaucoup plus vite et plus facilement que nos blettes. Nos blettes qui poussent à l'état sauvage ici, là. Voilà, des blettes cocopelli. L'artémisia, on n'a pas parlé de l'artémisia, donc pour ceux qui viendront en Vendée, s'ils veulent acheter un pied entier et se le dépioter, on leur apprendra.
Les tomates sont mises à la disposition de tous ceux qui veulent en goûter. Comme prévu, donc, les maïs, voilà, on va nettoyer ça dans un temps très court. Les gens verront la suite. Les courges sont à ramasser, j'en ai proposé à tout le monde. Là, il y en a plein, tout le long, là, de la courge. Il y en a même qui éclatent. Oh, va falloir en faire peut-être de la soupe. Voilà, elles commencent déjà, elles sont prêtes, je la prends. Et là, on peut dire qu'elles sont mûres. Il y en a même une qui a éclaté tellement elle est mûre. J'ai dit aux gens de les prendre, comme je l'avais raconté. Là, tu as encore des légumes. Et là, oh stupéfaction, il n'y a rien. Ben non, parce que si vous voulez préparer l'apocalypse sereinement dans votre environnement, c'est assez simple. Pour faire de la charité élémentaire, vous dites à tous les jeunes du village, à tous ceux qui veulent, écoutez, si vous voulez acheter des plants de choux, que je vous aurai à pas cher, pas au prix des jardineries, c'est stupide, puis les planter, et puis mettre de la paille, je m'occupe du reste. Bon, on voit que les volontaires, peut-être ceux qui auront faim bientôt, n'ont pas été présents. Donc j'ai laissé également ça en jachère. Là, les tomates sans eau, ô combien excellentes, extraordinaires. Là, toujours les mêmes tomates. Et puis là, toujours la même histoire. Jachère, peut-être une jachère fleurie. Ça serait bête pour les gens qui ont faim, à qui j'ai proposé de se baisser pour planter des choux à la mode. Et puis là encore aussi, c'est en jachère. On laisse. Il semblerait que personne ne soit inquiet de ces hivers qui pourraient être rigoureux. Mais au moins, on est prêt, on a fait le boulot, quoi. On en a mis 10 fois trop pour nous-mêmes. On reprend la remontée du jardin. Bon, imaginez toutes ces salades. J'aime pas les betteraves, j'ai planté des betteraves, j'aime pas ça. La rhubarbe, je la fais pousser pour un voisin qui me la demande. Cette année, il n'est pas venu en chercher. Ensuite, on avait préparé ce terrain, on l'avait composté. Depuis la dernière fois, tu vois, les mauvaises herbes montent à une vitesse vertigineuse. Donc là, c'est encore une pièce de terrain en jachère. Bon, il paraît que les lendemains vont chanter. Il faut se préparer à vivre dans un environnement qui a bien ri de vous. Et le pire, c'est qu'il va falloir être charitable avec lui. Charité chrétienne, bien entendu. Là-bas, rien n'a changé. Alors, dire aux gens, si vous voulez, vous avez une parcelle, vous pouvez la préparer. Et dedans, il y a des pommes de terre à ramasser. Tu peux vérifier. Regarde les mauvaises herbes qui poussent sur les patates, tu vois, sur la pile de gauche. Tu vois, là, tu peux dire aux gens, venez ramasser des patates, je vous les donne. C'est là que ça va devenir délicieux. Parce qu'une fois que tu l'as proposé à tout le monde, à tes propres enfants même, et que personne n'a voulu se baisser, vous voyez, ça donne ça, voilà, c'est une belle petite patate. Et puis là, par là, il y en a, il faut chercher, je ne sais pas où, il faut gratter, voilà, il y en a là, il y en a là. Voilà, un peu des patates, vous voyez, des patates. Puis il faut gratter, là, c'était juste pour occuper la place. Il faut désherber, mais bon, le désherbage n'est pas trop dur. Bref, le monde semblerait occupé à d'autres agitations, bien plus intelligentes certainement. Moi c'est basique, patate, c'est pas, on peut pas faire moins, quoi. Une patate, une courge, etc., quoi. Là, ouais, c'est vide. Les pommes, elles sont dans l'arbre, elles tombent par terre. Tu
peux dire à tout le monde, ramassez des pommes, je vous les donne. Personne vient les ramasser, il n'y a pas de problème. C'est pas un souci. J'avais fait une prophétie, il me semble. Je connaîtrai celui qui volera dans mon jardin, ce qui me permettra d'en rire. Il fallait d'urgence se remettre au travail, car c'est celle d'hiver qui va faire défaut. C'est pas celle cet été, vous savez, on a encore de l'argent, des billets de Monopoly qui sont acceptés sur le casino, bon, de moins en moins cher, hein, l'euro, pouf. Et là, nous arrivons au noyer et nous constatons que, bon, on m'avait cassé une belle branche, voilà, les noix sont là, elles ne sont pas encore fendues. Je peux dire que cette année, elles seront beaucoup plus petites que d'habitude, d'ores et déjà, très petites. Normalement, elles font ça, c'est au moins le double normalement, quand elles sont normales. Même, ça va en faire de la nourriture en moins sur le marché. Alors ça, c'est les tomates spéciales sécheresse. Elles n'ont pas eu à boire. Je les laisse confire. Et là, tiens, celle-là, oh, celle-là, elle est à moi. Alors celle-là, elle a eu tellement peu d'eau que l'autre jour, je l'ai fait goûter à quelqu'un de passage et il m'a dit « Ah, c'est bizarre, on dirait un fruit. » Et oui, la tomate, c'est un fruit. Mmh. Mmh. La peau est épaisse, mais alors, quelle splendeur. Merci mon Dieu. Et nous allons nous attaquer à une petite plaisanterie du parti d'en rire. Il faut se préparer à des moments difficiles. Il va falloir affronter toutes les incohérences que les gens se trimballent. Et il va falloir en rire. C'est assez marrant. Donc, nous allons de ce pas aborder le premier sujet. Et si on avait froid cet hiver? Quelle surprise! Alors, depuis 2022, les grands mamamouchis nous expliquent comment il va falloir ne pas se chauffer cet hiver. Comment il va falloir ne pas utiliser d'électricité cet hiver. Donc, vu que gouverner c'est prévoir, et que les cancres qui gouvernent, ou ceux qui prétendent gouverner, ce qui agite à peu près tout le monde, on a bien vu qu'il ne servait à rien de parler de politique ces derniers temps, ils ont tous un avis. Nous avons choisi une autre méthode, c'est la pédagogie au bigornoscope ou en montrant aux gens le ridicule de situation. Allons voir ça. Scooby-Doo file de là. Ah là là. Alors, de temps en temps, on revient sur les prophéties assez vieilles, et notamment, on s'amuse à les comparer à l'actualité, mais ce n'est juste que boutade, il n'y a rien de dogmatique en la matière, ni de scientifique, juste un petit catalogue des coïncidences. Et figurez-vous que je vous conseille de lire un livre qu'on vous a mis à disposition dans la bibliothèque de l'Apocalypse. Alors on va essayer de synchroniser cet hiver un peu tout ça, parce que pour l'instant on en était
qu'au plat qu'au plat d'entrée, donc il n'y avait pas lieu de s'énerver, voilà. Mais il s'avère que, on l'avait déjà signalé moult fois, Georges Bush fils avait invité Chirac à aller terrasser Gog et Magog. Donc certains parleront de prophétie autoréalisatrice, ce qui est complètement stupide, qui en fait reviendrait à mettre l'homme maître du temps. Or c'est Dieu le maître du temps. Ce n'est pas le diable. Le diable, lui, c'est le chef d'orchestre. Là, il organise, donc tout le casting est en place. Exactement là. Comme l'aurait aimé George Bush à la deuxième guerre d'Irak, quand il a invité Chirac, 2003, si j'ai bonne mémoire. C'est par là, ouais, c'est 2003. Non. 2003, après les attentats du 11 septembre. Excusez-moi, je perds un peu la mémoire. Et donc, il avait invité, espérer arriver le plus vite possible sur les plaines de Megiddo, Armageddon. Megiddo, c'est la bataille d'Armageddon. Et c'est marrant parce que Saint Jean nous invite également à la 6e trompette, comme je vous l'avais signalé. Comme je vous avais signalé que Saint Jean nous avait donné les protagonistes des 200 millions de guerriers de l'Euphrate, mais comme les hommes sont un peu durs de la feuille, Ézéchiel avait mis un petit peu son grain de sable. Donc, en ce qui concerne cette bataille finale, les péripéties qu'on voit en ce moment, est-ce que la Russie, on parle de nucléaire, etc. Bon, quand, comment, pourquoi, ça n'a strictement aucun intérêt. Il faut juste se préparer à tout perdre. Donc, il faut commencer par se débarrasser du nécessaire. Moi, je ne parle pas du superflu, je parle du nécessaire pour arriver le plus vite possible à poil quand va arriver le bouquet final. Voilà, donc jeûne, prière, abstinence. Alors après, je suis pas du tout légitime à dire, à me mettre moi comme un exemple. Au contraire, vous pouvez questionner beaucoup de personnes dans des milieux de zélus, et je suis la pire personne, et en cela ils ont absolument raison, puisque personnellement, ayant pratiqué un petit peu tous ces gens qui vont s'affronter maintenant, alors que ce soit au niveau ethnique ou religieux, les musulmans, les chrétiens catholiques, orthodoxes, les juifs, si on met le juif, non, on va dire les talmudistes aujourd'hui, puisque en fait ce n'est pas la Torah qui les unit, mais c'est plutôt le Talmud. Donc en fait ces trois religions monothéistes en fait se réclament du décalogue, on va dire, c'est à peu près la seule chose qu'ils ont en commun. Et vous pouvez voir les plus fondamentalistes d'entre eux, j'ai toujours remarqué qui filtraient le moucheron et qu'ils avalaient le chameau en matière de décalogue. Voilà, il y a 10 commandements. Alors il y en a qui ont une préférence pour les 5 premiers, d'autres pour les 5 derniers, mais c'est assez curieux parce que j'ai remarqué quand même que c'était difficile de voir des gens qui respectaient à peu près les 10. C'est difficile de voir des gens aujourd'hui s'accuser devant Dieu d'être le... Parce que quand ils vous disent je suis le pire, non, ils ne le pensent pas. Bon, puis le pire c'est moi, alors fatiguez pas, la place est prise. Et d'ailleurs j'ai réclamé dans un, je dirais un petit excès de confiance, la dernière place au purgatoire, non point que j'ai une chance d'échapper à l'enfer, mais il ne faut pas désespérer,
mais surtout parce que je suis à peu près persuadé que chez les élus, il n'y en a pas un qui a demandé la dernière place au purgatoire. Donc, on ne sait jamais. Postuler à la dernière place, ça peut sauver Opération Saint-Disma, comme on disait dans le bistrot de l'Apocalypse. Et on se contentera simplement de vous faire remarquer que ce fameux chapitre auquel faisait allusion George Bush, et donc cette guerre qui est là, j'entends n'importe quoi. Je veux dire, les Américains l'appellent de tous leurs voeux depuis... Et ces Américains, que peut-être Ézéchiel avait vu, puisqu'il les accusait d'être des marchands trafiquants. On verra qu'à la chute de Babylone, on parle également de World Trade Center, le centre de commerce du monde. Au moins là, il n'y a plus de doute quand on dit que c'est l'endroit où tous les marchands de la terre, si ça n'avait pas de sens du temps d'Ézéchiel, si ça n'avait pas de sens du temps de Saint Jean, aujourd'hui ça a un sens. Wall Street, bon, j'en ai déjà parlé, on ne va pas s'apesantir. C'est New York, c'est l'ONU, c'est la démocratie, les droits de l'homme, enfin tout ce que vous voulez, toutes les mascarades que vous voulez. C'est pour ça que ça n'a plus de sens de parler de politique, puisqu'ils sont tous de toute façon d'accord avec l'ONU. Donc je ne vois pas, les Américains, tous. Ils sont là, on légitimise l'ONU, ok, d'accord. J'ai pas rencontré nulle part à l'ONU une parole évangélique, mais supposant, bon, bref. Et donc tous les protagonistes sont là pour la bataille d'Armageddon. Ne vous disputez pas trop à savoir qui sont les bons, qui sont les mauvais. Ils sont tous convoqués et chacun sera peut-être le fléau de Dieu pour l'autre, puisque c'est même plus besoin de parler aujourd'hui d'histoire, ça n'existe plus l'histoire, c'est une mascarade. Donc sur ce point-là, sur la question de la mascarade de l'histoire, ça sera, je pense, dans le bistrot de l'Apocalypse. Ça n'a rien à voir avec les livres sacrés. Et il y a quand même plusieurs petits détails sur lesquels je voudrais insister quand même sur Ézéchiel, c'est que cette bataille, elle commence au moment où les Juifs ont retrouvé Israël, comme par hasard en 1917. Donc il y a 42 épisodes à revoir, si vous ne voyez pas de quoi je veux parler, du temps des nations, un temps, deux temps, la moitié d'un temps, ça s'est arrêté pile, en 1917, quand on a créé les nations, quand on a fait la déclaration Balfour, quand on a vu le miracle de Fatima, quand on a vu la Première Guerre mondiale, quand on a vu l'internationale communiste, tout là, au même endroit, voilà, patatrac, avec tous les gens, tout le monde entier, dans une immense mascarade, à nous expliquer où était le bien et où était le mal. Il n'était nulle part le bien, et le mal était partout. Personne ne défendait le bien, ni à la première, ni à la deuxième, et encore moins à la troisième. Donc, je ne vois pas en quoi on peut être concerné sur ce qui peut se passer. Peut-être que demain, ils vont déclarer un cessez-le-feu, et que ça nous donnera un an de sursis, et tant mieux, et tant mieux. Il n'en demeure pas moins qu'à cette bataille, bien décrit dans la 6e trompette, qui était l'avertissement, et encore bien décrit dans la 6e coupe. La 4e coupe, j'ai appuyé dessus, on verra l'hiver comme il se passera, bon, on va en faire dans la frugalité, même au niveau du bois. Eh bien, c'est la 3e guerre mondiale. Et si on a un doute,
si on a un doute, Ézéchiel, il nous en rajoute une couche en nous disant « Tu iras piller et charger le but, et te charger de butin, porter la main sur les ruines maintenant habitées, sur un peuple rassemblé d'entre les nations, adonné à l'élevage et au commerce, et qui habite le nombril de la terre. » Ézéchiel. Vous trouvez au chapitre 30, je ne sais plus à quel endroit, vous n'aurez qu'à chercher, vous n'aurez qu'à lire Ézéchiel en entier. Ça vous fera du bien. Et donc, on voit une suite de peuples qui sont appelés à cette grande bataille. Personne n'y a porté attention, sauf peut-être Gog, Magog et la coalition. Et la coalition, curieusement, il dit la Perse, l'Éthiopie, le pays de Pout, Gomère et toutes ses troupes, Beth Togarma à l'extrême nord et toutes ses troupes, et les peuples nombreux qui sont avec lui. Alors ça, c'est peut-être le chapitre Ézéchiel, on devait être vers le 32, là, vers le chapitre 32, par là. Et là, je pense qu'il va falloir recommencer à se remettre au travail, puisque Ézéchiel nous parle d'un peuple qui était dispersé dans les nations, qui est revenu des nations, et il nous parle d'une alliance tout à fait improbable entre des peuples, que ce soit géographiquement parlant, ce qu'était la Libye, ce qu'était Gog, Magog, on a tous ces détails. Et en plus, il a la gentillesse de nous rajouter Gomère, ancêtre des Cimériens, la Crimée. Comme c'est curieux. Comment Ézéchiel aurait pu imaginer que des habitants de la Crimée se retrouveraient dans une alliance pour se battre contre l'alliance d'Israël et Tarsis. Tarsis, ce pays fabuleux, au-delà des colonnes d'Hercule. Tarsis, ce pays de trafiquants, selon Ézéchiel. Tarsis, Babylone, la grande ville. Oui. Là, ça commence à... Là, je commence à voir un peu mieux le tableau, puisque si je fais la géographie, Gog et Magog, vous fatiguez pas, Russie, Chine, Gomère, la Crimée, la Libye, c'est pas compliqué, la Libye, l'Éthiopie et tous ces pays cités, c'est tout le sud, tous les peuples qui bordent le sud de la Méditerranée jusqu'en Israël. Oui, aujourd'hui, ça a un sens, oui, effectivement, ça a un sens. Ouais, là, je la vois bien. Saint-Jean nous a rajouté les 4 pays qui bordent l'Euphrate. Alors là, je le vois très bien. En plus, la Turquie, qui, à mon humble avis, renversera son alliance avec l'OTAN, ou peut-être, finalement, ça finira dans un ballet final extraordinaire, puisque on en est rendu aujourd'hui où l'Inde et le Pakistan sont déjà en guerre. On va en rire, hein, c'est dans les banlieues de l'Angleterre. Déjà, la guerre, les Anglais se retrouvent pris au milieu de guerre de rue entre Pakistanais et Hindous. Alors, moi, à mon avis, le jour où tout ce petit monde qui se... Et partout dans le monde, il y a des guerres qui n'attendent qu'à être réallumées. On s'est réallumé dans le Haut-Karabakh, tout va bien, on a monté les tensions. Enfin, vraiment, les protagonistes, vraiment, s'ils voulaient arriver
plus vite sur la plaine de Megiddo ne s'y prendrait pas autrement. Quelques milliards d'individus en moins, malheureusement. Et bon, et puis, à qui la grande faute des temps qu'on vit? Eh bien, bien sûr, la France bien sûr, par la Révolution française, les droits de l'homme, la démocratie, cette immense mascarade qui n'est que du paganisme déguisé, qui nous ramène d'ailleurs à ces deux fameuses bêtes de l'Apocalypse, à cette tête qui avait reçu une blessure mortelle et qui était guérie. C'est le paganisme. C'est le paganisme, tout simplement. Le paganisme que on ne peut difficilement ne pas voir, ou alors il faut vivre dans une grotte en Occident. Nous sommes redevenus païens de manière active ou passive, au choix. Mais tous parce que dans le meilleur des cas, faut pas oublier que notre manière de vivre, à nous l'Occident, c'est l'extinction de l'humanité. Alors, quand ils vous disent aujourd'hui, qu'ils commencent à nous parler de l'abondance, c'est fini, qui nous expliquent la frugalité, je crois que c'est d'une telle stupidité ce qu'on voit, ce qu'on entend, qu'il va falloir en rire, quoi, je crois. Je crois que je vais me lancer, peut-être, dans un mouvement de résistance. Je vais ouvrir mon association. Et je pense qu'il est temps d'éditer un maillot pour le parti d'en rire. Et ce parti politique, il va s'appeler Jaune devant, marron derrière. Voilà. C'est une pièce de théâtre et une saillie bien connue, parlant d'un slip mal lavé. Et là, je crois que l'abondance, la frugalité, je dirais que quand Macron parle de fin d'abondance et quand tout le monde hurle d'oser dire ce mot, vous imaginez pas ce que vous allez voir. Alors là, on va être servi. Voilà. Il va y avoir de sacrées leçons à prendre pour comprendre ce que veut dire le mot résilience. Résilience et frugalité qui vont ensemble. Même abandon, comprendre que, après tout, si même on devait perdre sa maison, offrez-la au bon Dieu, offrez-la, si on vous prend votre chemise, donnez votre veste. Si on prend votre vie, essayez de la perdre dignement. Essayez de vous entraîner, par exemple, essayez, par exemple, vous pouvez couper 12 heures d'affilée votre compteur électrique, ça pose pas de problème. Les cumulus, couper l'électricité, complètement craque, le compteur craque, zéro. Voilà. Habituez-vous à vivre sans électricité. Et vous verrez, parce que si vous n'utilisez pas d'électricité, c'est pas cher l'électricité, vous paierez l'abonnement, mais s'il y a zéro consommation, voilà, zéro ou pas beaucoup. D'ailleurs, je vais terminer cette histoire en rigolant de tous nos grands génies qui nous gouvernent et de tous
ces gens qui se prétendent au service du bien. Je vais vous donner une petite idée de comment on pourrait gérer cette abondance perdue. On commencerait déjà à dire, voilà, ceux qui sont pauvres, mais vraiment pauvres, eh bien, on va fabriquer un quota, puisqu'ils nous l'ont fait pour le CO2, pour faire la mascarade CO2, la bourse carbone. Donc les Africains peuvent vendre des droits carbone, qui après sont renégociés, puisqu'ils ne peuvent pas les utiliser. Ils n'ont rien, les pauvres. Donc carbone, c'est bon. Et puis, donc, et à ce moment-là, on ferait une consommation minimale, une lampe, un frigo, une machine à laver, soyons dans l'abondance, que ça. Voilà, qu'est-ce que ça consomme pendant un an? Et bien toute cette partie-là, la France, voilà, qui veut distribuer des milliards, et l'Europe avec, faites-la cadeau aux pauvres. Et vous comprendrez, encore une fois, ce qu'est le droit de nécessité. Donc il faut le reconnaître, ce droit de nécessité. Nous qui dépensons des milliards et des sommes colossales pour faire marcher des ventilateurs, au lieu de s'énerver à décarboner ou à arrêter les centrales atomiques, etc., commençons à donner l'électricité à ceux qui n'en utilisent pas. Mettons un seuil d'utilité et un seuil d'inutilité. Vous voyez, les panneaux publicitaires, ils découvrent que ça ne sert à rien, que les villes, on les aime, que les zones commerciales, et que, s'il n'y avait que ça. S'il n'y avait que ça. Non, il n'y a pas que ça. Vous savez, il y a des gens, aujourd'hui, ils n'utiliseront même plus leur plaque électrique, ils ne pourront pas payer l'électricité. Donc s'ils se mettent à manger les boîtes de conserve sans les faire chauffer sur la plaque électrique, c'est méritant. Des gens qui pourront plus se faire cuire à manger aujourd'hui, voilà, faut leur donner le peu qu'ils utilisent gratuitement. Ça s'appelle le droit de nécessité. Et puis à mesure que les gens deviennent consommateurs, que ce soit dans la sphère domestique, mais pareil, avec les machins qui volent. Quand il y a un ministre qui prend un jet pour aller voter, moi je faut autoriser. C'est une fausse polémique, ces jets privés, etc. Non, c'est très bien qu'ils roulent. Mais alors, eux, taxe. Il ne faut pas se poser la question où il achète à qui le kérosène. Dès qu'il décolle, tchilim. T'as fait tant de kilomètres, mon garçon, voilà. Ça fait tant d'argent que tu vas donner pour les pauvres, pour qu'ils puissent avoir une ampoule et qu'ils puissent apprécier ta charité, parce que on sait très bien que quand tu es dans un jet privé, ton argent, il est délocalisé dans les paradis fiscaux, enfin tes dividendes, quoi. Donc vous voyez, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas une révolution extraordinaire. Que ces gens qui sont sur ces yachts de croisière pour faire des teufs, machin, vous voyez, ces bâtiments de croisière qui consomment autant que toutes les voitures de France, il faudrait, au lieu de faire payer la taxe carbone aux pauvres mecs qui payent le SMIC, qui est payé au SMIC et qui doit faire 50 km pour aller bosser avec un carburant à 2 euros, il faudrait transférer la charge à celui qui a les moyens d'être dans un yacht 5 étoiles, et que ces 3000 personnes qui sont là payent quand même un petit peu pour ceux qui, pendant ce temps-là, travaillent et ne peuvent pas payer le carburant. Et vous verrez que le carburant viendra à des niveaux tout à fait raisonnables. Il y en aura beaucoup trop, beaucoup trop de carburant. Beaucoup trop. D'ailleurs, quand les avions ont arrêté de voler pendant le Covid, les Américains, ils ont extrait du pétrole, et comme il fallait payer pour se faire débarrasser le pétrole, ils l'ont remis dans le trou, vous voyez. Comme quoi, peut-être que cette cinquième coupe, où
où ceux qui servent Satan se mordent la langue et continuent à blasphémer. Alors aujourd'hui, on s'énerve un peu sur la Coupe du Monde au Qatar. Le mal est déjà fait depuis longtemps. On peut chacun s'esclaffer du vice de l'autre. C'est très facile, c'est très facile. Je pense que le plus simple, ce que je raconte là, c'est une utopie qui n'arrivera jamais. Habituons-nous, essayons, faites une petite expérience, une journée sans électricité, vous verrez. Ça sera très instructif pour le reste, parce que on peut commenter la guerre, qui a tort, qui a raison, tout ce qu'on veut. On va finir à Megiddo avec les protagonistes désignés par Ézéchiel. Tiens, une date en rigolant. Dieu a de l'humour. Je crois que si on regarde la résolution 21-22 de l'ONU, c'était celle des accords de Minsk. Il y a 8 ans, ça a été voté en 2014, ça a été reconnu par l'ONU en 2014, et bien, 8 ans après, 21-22, vous aviez la date de démarrage de la grande mascarade. Résolution 21-22. Bon, qui a raison, qui a tort, le sujet est désuet, ça finira mal, c'est tout. Très mal et très vite. Mais très vite, vous savez, le temps pour Dieu n'est pas celui des hommes. C'est pour ça qu'en 2014, je vous avais écrit que il y aurait très vite une guerre en Ukraine. Voilà, on y est arrivé en février 2022, et pendant 8 ans, personne n'a lu ce que j'avais écrit, ni sur les conséquences de la taxe carbone, ni sur la mascarade pétrole, ni sur la mascarade, enfin tous les mensonges, quoi, voilà. Alors, il faut pas, le problème, c'est qu'aujourd'hui, chacun a étudié un petit peu son sujet, etc., et peut constater que quand on connaît bien, au moins, un mensonge, eh ben, on ne peut pas le dénoncer, ou alors, on peut prendre le parti d'en rire. Et dans le parti d'en rire, je dirais que beaucoup se plaignent de ne pas pouvoir parler de ça, ou de ne plus être compris. Et je leur rappellerai simplement que se faire traiter de con par un crétin, c'est un mets délicat dont il ne faut pas abuser. Voilà. Et je vous dis à bientôt. Mon pauvre Scooby-Doo, on a du travail. Comme on a fondé le parti d'en rire, la clownerie, il faut savoir que, étant pas prophète, non, mais ayant vu un petit peu à l'avance qu'à un moment donné, il n'y aurait plus de bois, je me suis laissé fourguer cet endroit-là, ces machins-là, ces gros machins dont personne ne voulait, et tout le monde a rigolé en s'imaginant que j'allais le couper. Non, non. Je vais couper les petits, pas celui-là. Je vais couper celui-là, on va couper un peu celui-là et celui-là. Et puis de toute façon, comment c'est devenu un laboratoire de jeux pour enfants, hein, vous voyez, il ne faut pas les amener à Disneyland, il faut leur laisser s'amuser, et ils vous démontent, ils vous prennent tout, même les sièges de voiture. C'est très luxueux pour les enfants. Donc, ben voilà du bois. Il paraît que, tiens, c'est marrant, on parle du bois maintenant, mais ça aurait été plus intelligent de l'acheter quand personne n'en voulait.
Parce que de toute façon, moi, le bois il est là, et comme j'ai de l'humour, et que tous les gens, quand ils ont vu arriver ces bouts de bois là, vous savez, c'était volontaire, c'était pour faire rire tous ceux qui disaient que je ne le couperai jamais. Et ils avaient fortement raison, parce que ce bois là, eh ben, c'est eux qui le couperont. Moi, je leur ai préparé les tronçonneuses, les chaînes, l'essence, l'huile de chêne, l'huile de mélange, il y a tout ce qu'il faut, et assez d'essence pour couper tout ça. Alors, à un moment donné, place aux jeunes. Hein. Pour l'instant, ils font la life, ils font la teuf, mais je ne couperai pas du bois pour les chauffer. Et peut-être que qui rit vendredi, dimanche pleurera. Ils ont bien ri, mais celui qui devra couper celui-là, à mon avis, il va en chier. Hein. Mais qu'est-ce que vous voulez? Le parti d'en rire n'a pas de prix. Et ce bois-là, ça fait maintenant 2 ans qu'il est là. On l'a acheté quand personne n'en voulait. Et pour le bois, la bois, ça va être compliqué. De toute façon, pour se chauffer cet hiver, il va y avoir beaucoup de cigales et les fourmis ont envie d'en rire. Scooby-Doo, viens là, il y a une voiture. Attends, il y a une voiture. Et comme dit le vieux proverbe québécois, quand homme blanc coupait du bois, hiver très froid. Et nos pauvres amis québécois n'ont même plus de bois, de poêle à bois pour se chauffer. Mais ils ont beaucoup de bois. Nous, on verra, mais il y a du travail. Hein. On va voir, rira bien qui rira le dernier. Vous voulez du bois, je vous l'offre. Il faut savoir lire le commentaire du sermon sur la montagne. Quand quelqu'un te prend ta chemise, donne-lui ta veste. Il n'y a pas de problème. Mais il faut quand même s'offrir une petite tranche de rire quand même. Hein. L'Apocalypse, c'est vachement rigolo quand on le regarde détaché. Hein. Juste en spectateur, attentif. Voilà, le temps est arrivé de se préparer. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, à la fin de la foire qu'on ramasse les bouses, rira bien qui rira le dernier.